Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Laurent Pierre, donc le conseiller numérique de la FHF. Très heureux d'être ici en PACA, je me sens un peu comme à la maison, je vais vous montrer pourquoi. Parce que, en fait, la région a été... région Sud, pardon. La région a été particulièrement dynamique quand on a travaillé ensemble et quand on a lancé la commission. C'est pour ça que je me sens bien ici. Alors, le premier problème, et peut-être le seul qu'il faut retenir, c'est que les transformations qui ont suivi les grandes révolutions technologiques sont de plus en plus courtes. Si l'IA est une révolution industrielle avec la data, on parle de 15 ans, relativement donc 2 fois moins que la dernière révolution industrielle qui concernait l'informatique. Le problème du rapport au temps, c'est que plus le temps est court et plus les organisations sont décalées. Typiquement, aujourd'hui, on se demande comment on peut mettre une charte sur l'usage de ChatGPT dans les établissements alors que tout le monde l'utilise déjà sur son téléphone. Donc, on voit le décalage dans lequel le rapport au temps nous pousse. Et ça, c'est un problème d'organisation. Première leçon, il faut qu'on pose aujourd'hui des conditions d'organisation, il faut qu'on prenne des postures face à des usages qui n'attendent pas qu'on définisse des règles. Je mets 2 courbes ici, ChatGPT. Vous avez vu que tout le monde ici a découvert ChatGPT il y a 2 ans. Et en 2 ans, ChatGPT passé de 100 millions d'utilisateurs à 400 millions d'utilisateurs. Aux États-Unis, la FDA qui autorise les dispositifs médicaux électroniques qui sont à base d'IA enregistre un x3 sur le nombre d'applications. Le marché serait multiplié par 17 en 2030. Donc un marché qui est en essor, en plein boom. Vous voyez la pression et qui crée une vraie dynamique qui est difficile à contrôler dans nos établissements. Une pression à l'adoption, il faut qu'on avance et on a du mal à tenir ce rythme. 5 milliards d'euros, c'était le budget qui découlait du plan de Cédric Villani, qui était ceux consacrés à l'investissement sur l'IA en France. À partir de février 2025, il y a eu des annonces colossales d'investissement, de 109 milliards d'euros en France, 200 milliards en Europe, 500 milliards sur le projet Stargate aux États-Unis. Ces investissements-là, ils sont basés principalement sur l'infrastructure. Ça veut dire qu'on est en train de passer à l'opérationnalité. On n'est plus dans de l'investissement de recherche comme on l'a été jusqu'en février. Les investissements Villani, c'était des labos. Aujourd'hui, on fait de l'infrastructure. Ça veut dire que les services se mettent en place. Alors, il fallait des repères pour savoir où on en était et essayer de prendre des stratégies qui sont basées sur des faits réels. Donc, on a créé à la FHF une commission qui réunit plusieurs compétences, puisque l'IA n'a pas de monopole. Il faut réunir des ingénieurs, des géopoliticiens, des économistes, des médecins, des professeurs, et essayer de mélanger tout ça pour savoir quels sont les meilleurs axes possibles. On a créé un baromètre qui donne quelques chiffres. Alors, je vais vous dire, ces chiffres sont complètement faux. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir combien aujourd'hui, si on est à 60 ou à 65, ça va être d'observer la tendance. Eh bien, nous, à la FHF, on a réuni plus d'une centaine d'établissements médico-sociaux et sanitaires. C'est notre base de calcul. On va faire avec ces établissements-là une étude d'évolution dans le temps. Et on va pouvoir vous dire, aujourd'hui, on en est là. Demain, on prévoit d'être ici. Et effectivement, on l'est ou on ne l'est pas. C'est ça qui est intéressant dans un baromètre, c'est de voir la tendance. Aujourd'hui, on a déjà des chiffres, on va vous les donner. Et je remercie la région Sud de sa contribution. J'espérais avoir 100% de participation à ce premier baromètre. On est un peu moins de ça, des régions qui ont répondu plus. PACA a répondu à 180%. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs réponses qui m'ont été données par les mêmes établissements. Donc bravo, quelle dynamique. Vous pouvez télécharger nos livrables et les replays des vidéos qui ont été données, où vous aurez toutes nos positions en détail, sur le lien qui est ici. Je suis à la moitié. Les vertus, est-ce qu'il faut encore en parler? Vous ouvrez la télé, tout le monde en parle. Donc, je ne sais pas si je dois encore rajouter une couche sur les vertus. Je pense que vous êtes tous convaincus, sinon vous ne seriez pas là. L'outil est très utile dans nos établissements et très utile pour soutenir nos métiers qui sont de plus en plus complexes et qui nécessitent de plus en plus de données. Donc, on a des modèles de langage aujourd'hui qui font des comptes rendus
éloquent, très vraisemblable. On a une capacité d'analyse de données et comme on a beaucoup de données, c'est très utile pour réunir, pour établir des cohortes, pour faire du diagnostic en rapprochant les cas. On est, grâce à l'IA, capable de faire des bases de données très rapidement et d'en déduire donc et d'outiller les chercheurs. On fait des statistiques parce qu'on observe des milliers de cas qui existent. On a tout lu Internet, donc on essaie de rapprocher des situations à l'ensemble de la connaissance humaine. C'est très pratique. Et puis, comme ça s'hybride avec des moteurs experts, on est capable de faire des outils qui sont très spécifiques tout en ayant cette généralité d'usage qu'on connaît aujourd'hui dans les algorithmes. Donc on n'est plus en train de programmer des systèmes d'information où toutes les règles ont été définies par des gens très intelligents. L'IA apprend, elle constitue un socle de règles déjà acquis par elle-même, et ça change la donne. Maintenant, il y a aussi des hallucinations, on en parle régulièrement. Les hallucinations, il y a eu des études qui montrent que ça s'améliore. En décembre 2024, 80% des documents contenaient des hallucinations. Donc, on rigolait un peu. On disait que ce n'est pas prêt d'être opérationnel dans le domaine de la santé, qui est un domaine très critique. En août 2025, il y a une étude qui est sortie dans The Nature qui dit qu'on est plutôt à 1,47% d'hallucinations et 3,45% de contenu oublié. Donc, les marges sont toutes petites. En revanche, ceux qui ont fait cette étude disent les hallucinations elles sont très critiques. Il ne faudrait quand même pas qu'on passe à côté parce que ça peut avoir des conséquences très graves pour le patient. La difficulté, ça va être de détecter les 1,47% d'erreurs dans les milliers de comptes rendus qui sont faits chaque jour dans les hôpitaux. Il y a des biais. Les biais, ils proviennent directement, c'était dit par Marguerite, par les données qui ont servi d'entraînement. Lorsqu'on a une base de données qui est dans un pays, elle embarque, l'IA apprend sur les règles de ce pays. Et ainsi, il y a une étude qui montre que, ça c'est d'août, c'est très récent, si vous êtes LGBT, eh bien, avec certaines applications, vous avez 6 à 7 fois plus d'évaluations psychologiques qui vous seront proposées. Et puis, si vous êtes cadre plutôt bien rémunéré, vous allez avoir davantage d'imagerie avancée que si vous ne l'êtes pas. Donc ça, on voit ce que c'est qu'un biais, ça conduit, ça oriente le diagnostic en fonction des différentes données. On craint aussi la surutilisation de l'assistance technique. Est-ce que l'IA est un assistant ou est-ce que ça devient une prothèse cognitive pour les médecins, sans laquelle ils ne pourraient plus travailler? Eh bien, il y a des études qui montrent que lorsque l'IA fonctionne en routine, les médecins deviennent un peu moins bons, progressivement moins bons, puisqu'ils ne font plus le travail d'analyse auquel ils étaient habitués lorsqu'ils n'avaient pas ces outils-là. Ce qui pose un problème de dépendance qui peut remettre en cause notre capacité à faire la médecine telle qu'on l'a fait aujourd'hui en France. L'inexplicabilité, le dernier point noir, on ne sait pas pourquoi l'IA a choisi de faire cette proposition-là, ce qui pose un problème dans le pronostic, puisqu'on ne peut pas comprendre le pronostic qui est fait par l'IA, tellement le nombre de paramètres est important. Quelle est la responsabilité du médecin qui va suivre un pronostic qui est donné par une machine dont on ne peut pas assurer une traçabilité? Ça pose un enjeu éthique important et de responsabilité pour l'établissement et pour son médecin. Rapidement, la souveraineté nationale, on en a parlé, ça a été le sujet, et la soutenabilité environnementale. Aujourd'hui, ChatGPT consomme plus que 2 fois la ville de New York en électricité. Un hyperscaler, une infrastructure d'IA, c'est l'équivalent de 100 000 foyers en consommation électrique. Donc, on a cet enjeu important. On ne va pas dans le sens de la réduction de la consommation énergétique. Alors, où en sont véritablement nos établissements aujourd'hui? Selon le sondage qu'on a fait en juillet, il y avait les 2 tiers des établissements qui avaient déjà mis en production des applications d'IA. En moyenne, 5. Ça veut dire qu'on en est au début. Il y a quand même 1 tiers des établissements qui n'ont aucune stratégie sur l'IA. Donc, on en est vraiment au début. Mais 90% d'entre eux ont prévu dans leur roadmap d'intégrer l'IA d'ici 1 à 3 ans, ce qui est une dynamique très forte. En général, dans un établissement, quand on change quelque chose du système d'information, c'est 10 ans. Un DPI, c'est 10 ans. Donc, déployer de l'IA sur du personnel, sur 1 à 3 ans, c'est très rapide. On le fait
Parce qu'il faut être efficace, on cherche de l'efficacité opérationnelle, on veut améliorer et soutenir la qualité des soins, et on a aussi cette sensibilité à la satisfaction des patients et des professionnels de santé. La question de l'attractivité du professionnel de santé qui est mieux outillé avec l'IA que sans. Ça, c'est le triptyque qui pousse les établissements à avoir des stratégies d'IA. Et c'est à partir de ce triptyque-là qu'on envisage des optimisations de coûts et des optimisations de ressources. C'est par l'efficience qu'on envisage l'optimisation de coûts. 60% des développements, des applications dans nos établissements concernent d'abord l'aide au diagnostic. C'est historique. On a commencé par l'imagerie, ça se déploie là. Aujourd'hui, ça s'étend vers le pilotage et tout ce qui est administration, l'automatisation des tâches pour 22%. Mais il y a encore un grand paquet d'applications qui sont à l'étude, 25% diverses, qui montrent qu'il y a un panel d'applications à les saisir dont on ne devine pas encore précisément le périmètre d'application, le périmètre d'usage qu'on va pouvoir faire. L'autre côté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de retours on n'a pas beaucoup d'indicateurs sur l'efficacité. Déjà, le numérique est difficile à évaluer en termes d'efficacité. On ne sait pas quel est le ROI du numérique. Alors, quel est le ROI d'un investissement en IA est encore plus difficile à mesurer. Si les investisseurs prévoient un marché qui va faire x17 en termes d'investissement et de dépenses, est-ce que les hôpitaux vont faire x17 sur le numérique? J'en doute. Donc il y a quand même un décalage entre ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. S'il y a des industriels dans la salle, il y en a, le ROI, c'est la base de la discussion. Et ce n'est pas un ROI financier, c'est un ROI d'efficience, de qualité de soins et de satisfaction des professionnels au début. Deuxième chose, et on a besoin de compétences. Et pour le moment, on n'a pas beaucoup de compétences en interne sur l'IA. C'est bien normal, c'est une technologie qui est récente. Et vous voyez dans mon diagramme que la résistance au changement est une résistance assez mineure dans la problématique de l'IA aujourd'hui dans les établissements. En vérité, il y a une vraie pression pour qu'on puisse avancer et adopter. Donc oui, il y a l'assistance par l'IA des diagnostics, à l'usage de l'IA dans la data, à l'efficience des organisations, bien évidemment, à la qualité de l'information médicale, c'est indispensable, mais non aux boîtes noires, et non au manque d'évaluation avant l'usage, non aux données utilisées de santé sans que les conditions de sécurisation aient été faites, et bien sûr, non à la dépendance technologique qui pourrait nous empêcher, s'il y a devenait un outil généralisé, de soigner sans avoir des dépendances avec d'autres pays. Si l'IA n'est pas éthique, elle est véritablement dangereuse. Nos établissements commencent à travailler dessus, 70% travaillent sur une feuille de route, 34% ont des déploiements à l'échelle du GHT, ce qui est une bonne chose. Ça a été dit ce matin, les GHT sont véritablement un avantage pour déployer au niveau territorial, partager, mutualiser les efforts qui sont à faire. Il faut aller plus loin sur cette organisation. Tous les établissements vont devoir renforcer le SIH pour faire de l'IA. De l'IA sur un système d'information hospitalier qui n'est pas mature, c'est juste de l'IA sur du bazar, ça donne rien d'autre que du bazar. Deuxièmement, il faut investir sur l'infrastructure pour pouvoir supporter les bases de données et les réseaux, pour pouvoir combiner la donnée que l'IA va pouvoir exploiter. Et troisièmement, il faut une organisation dédiée. C'est mon troisièmement, mais c'est probablement le premier point à mettre en place dans les établissements. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais il faut s'organiser pour le gérer. C'est-à-dire il faut ouvrir le débat, il faut ouvrir les enjeux, il faut les partager dans tous vos établissements. Ce débat, il est autour du dispositif de garantie humaine. Comment on fait pour évaluer la performance? La NAP a déjà des pistes, la HAS travaille dessus. Comment on fait pour évaluer la performance des solutions et maîtriser les risques? C'est les questions qu'il faut que les établissements, au niveau stratégique, puissent adresser. Et ça nécessite de monter une commission pluridisciplinaire pour gérer ça. Trois conseils pour réussir. Il faut d'abord se tourner vers son système d'information et se dire est-ce qu'on est mature et quels sont les éléments qu'il faudrait amener en plus dans notre système d'information pour pouvoir mettre et bénéficier de l'IA. Sinon, on n'y passera pas. 95% des projets, c'est une étude de Capgemini, dans les établissements montrent que l'IA, elle est voulue, mais qu'elle n'est pas faisable parce que le système d'information n'est pas mature. Deuxièmement, investir sur la formation. On a tous besoin de se mettre au niveau, à tous les niveaux. Il faut pouvoir acheter des solutions en les comprenant. Il faut essayer de sortir de la hype en ayant une analyse rigoureuse et rationnelle de ce qui vous est vendu.
Et pour ça, il faut se former. Il faut aussi que les utilisateurs soient formés au fonctionnement de l'algorithme. Si on ne comprend pas comment marche un algorithme d'IA, on lui fait confiance et on est dans ces problèmes et on rentre dans les problématiques. Troisièmement, favoriser les démarches collectives. Les financements qui sont donnés et qui vont arriver par l'État pour faire de l'expérimentation sont les meilleurs moyens pour lever des projets et les amorcer. 30 secondes. Le GHT est, ça a été dit, une bonne astuce pour déployer de manière harmonisée des solutions. C'est une bonne astuce organisationnelle, mais c'est aussi important pour pas qu'il y ait d'inégalité entre les services et entre les établissements du GHT. Ceux qui n'auraient pas pu accéder à l'information, à l'IA, risquent de décrocher davantage. Tout ce que je vous ai dit, c'est qu'un début. On accompagne, on va vous accompagner, on va continuer à travailler avec la commission qui est hyper active sur ce sujet d'IA. On va mettre en place des masterclass. Ce sera fait par les meilleurs experts qui sont dans nos établissements. Et ça, c'est un scoop parce qu'on ne l'a pas encore communiqué officiellement. Mais suivez notre actualité. Vous aurez des contenus, 6 sessions d'1 heure portées par ceux qui font l'IA dans nos établissements. Et ils sont prêts à vous donner ces contenus pour que vous puissiez vous en nourrir et monter en information. L'IA est une chance pour l'hôpital, oui, mais c'est surtout l'hôpital qui est une chance pour l'IA, parce que nous sommes responsables devant 12,9 millions de patients d'assumer les diagnostics, d'assumer la responsabilité et d'assumer la confiance et la rigueur scientifique qui va dans nos métiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Du coup, je m'entends avec 2 micros. Alors, on va quand même regarder si dans la salle, il y a éventuellement des observations, des remarques, des questions, des commentaires sur ce que tu as dit. Merci pour le scoop. Vous vous sentez privilégié, j'espère. Et non, pas de réaction. Non, Pascal. Pascal n'a pas de questions. Alors là, bravo. C'est une performance. Pascal, il est dans ta commission IA, j'espère. Ah, tu ne peux pas te passer de Pascal Stassine dans ta commission. Voilà. Et alors, comme vous êtes très beau, et là, ce n'est pas une hallucination, nous allons faire une photo. Donc, Camille va venir ici. Nous, on va se mettre là. Et voilà, je trouve que c'est un bel amphi. Voilà. Alors, on vous invitera à sourire, évidemment, parce qu'on est quand même content d'être ensemble. Merci, Laurent.